première partie du concert, donc C'était le warm-up. J'étais en retard. Alors, Benjamin Oliven est là, avec plaisir. et vous allez pouvoir lui dire tout ce que vous pensez des gens qui critiquent l'art contemporain, et vous allez pouvoir lui dire en face. Moi j'espérais un peu de bagarre, mais je sais pas. Si, mais qui dégaine le premier? Non, mais je pense que... je me souviens de la première soirée que nous avons passée ensemble, où tu as été très, comment dirais-je, très corrosif sur l'art contemporain. Je suis plus que corrosif, je suis violent. Je pense que, comme dans la monnaie, le mauvais art contemporain chasse la bonne. Et que malheureusement, il y a aujourd'hui 80% de l'art contemporain qui ne vaut rien. Il ne restera rien d'ailleurs. Et ceci... Qui vaut rien du point de vue de la beauté, etc. Parce que du point de vue de l'argent, il vaut très cher. Exactement, oui, mais l'argent, il faut l'ignorer pour un instant, justement. Si on parle d'art, il faut l'ignorer. Et je trouve que les 80% jouent un mauvais tour aux 20% qui sont excellents. Et donc, je suis donc critique pour cette population. Oui, je suis entièrement d'accord, et d'ailleurs je pense qu'il y a des artistes qui sont aujourd'hui parmi les artistes les plus cotés au monde et qui ont une forme de valeur. Par exemple, un exemple c'est le peintre anglais David Hockney, qui est aujourd'hui l'un des peintres les plus chers, des artistes les plus chers au monde, et pour moi c'est quelqu'un de souvent très talentueux. Mais en même temps... Je crois que le comble a été atteint, je pense, dans un livre qui a été écrit il y a quelques années par une dame qui s'appelle Ehrlich, qui a dit l'art contemporain aura atteint son sommet lorsque l'objet aura disparu, il ne restera plus que l'idée. Au point qu'aujourd'hui, on a même réussi à vendre une idée et que quelqu'un a considéré que cette idée avait été copiée et qu'on a même fait un procès. Oui. Je trouve qu'on a atteint le comble du système. Et quelque part, je me demande si c'est pas là le témoignage d'une décadence réelle. Est-ce que l'art n'est pas en train de nous démontrer précisément la décadence auquel j'imagine que les uns et les autres pouvons penser? Alors, je suis assez déçu parce que vous êtes entièrement d'accord tous les deux. Attaquez-moi, Frédéric. On espérait un match de catch dans la boue, et finalement non. Si je peux apporter un éclairage, dans le monde de la littérature, il y a eu à peu près la même impasse avec le nouveau roman, on peut dire, dans les années 50-60, et un certain hermétisme, un détachement du réel et une sorte de chute dans la glose. Et après tout, c'est mon métier, moi, le fait de commenter les œuvres. Mais c'est vrai qu'à un moment, les œuvres étaient noyées sous le commentaire et n'étaient plus des œuvres, si vous voulez. Et il y a eu un retour depuis 2 ou 3 décennies. C'est un peu comme un retour au figuratif dans l'art. On pourrait comparer un peu bêtement, d'une manière simpliste, on pourrait dire ça, que ce retour au réel dans la littérature peut-être annonce un retour à l'image ou à la réalité dans l'art. Et voilà, alors, débat. Ah, oui, mais la différence, c'est que le nouveau roman, c'était hyper français. Alors que là, le problème, c'est que le courant est mondial. Donc le nouveau roman s'est fait déborder par les États-Unis, qui nous ont envoyé des romans extraordinaires. Quand nous, on écrivait nos petits machins en se regardant, en faisant 3 sauts de ligne au lieu d'en faire qu'un, et pas d'alinéa, grand courage. Et du coup, on continue à lire des romans excellents qui nous venaient de l'étranger. Alors que là, le problème, c'est que c'est mondial. Et donc, j'ai moins d'espoir, moi, que vous. En fait, j'ai un peu réfléchi à ce problème parce qu'effectivement, j'ai fait des études littéraires, une cagne, où on m'enseignait aussi encore un peu le exister partout. Et effectivement, en France, dans la littérature, ils ont fait beaucoup de dégâts avec le nouveau roman et avec le soutien de l'université, des professeurs qui adorent ça, les romans la littérature la plus formaliste, etc. Et en fait, ce qui a permis à la littérature d'échapper à ça, c'est le public. Parce que c'est le public, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui avaient une importance à l'université, ou auprès des professeurs qui n'avaient pas auprès du public, et le public aimait des auteurs comme Simenon, comme on peut parler de Romain Gary aussi, ou d'Albert Cohen. Évidemment, là, si vous citez les grands maîtres, on va tous être d'accord. Et donc c'est le public qui a permis de sortir pour la littérature, comme c'est un art qui s'adresse au public, qui a permis de sortir de l'impasse des avant-gardes. Et donc tout le mouvement des années 90 que vous décrivez, les Houellebecq, vous, etc., c'est aussi le public qui les a aidés.
Mais dans les arts plastiques, c'est très difficile parce que il suffit de 2 cons qui enchérissent sur une œuvre pour que la cote explose. Justement, ça rejoint la position de Kéros. Est-ce que l'art contemporain n'est pas simplement un produit financier? C'est beaucoup un produit financier. Il y a énormément de... C'est évidemment... Quand même des expos avec des gens. C'est moi qui vais la poser, hein, voilà. Je reste sur le même sujet. Il y a quelque chose qui me questionne depuis tout à l'heure. Est-ce que, à votre avis, Benjamin, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le même débat justement? Est-ce que c'est pas un débat qu'il y a depuis toujours? Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se permettre de critiquer les classiques comme genre du travail de montage encore. On pourrait critiquer les contemporains? Est-ce qu'il n'y a pas eu les mêmes débats à l'époque justement des néo-impressionnistes, etc., etc. Je me demande du coup comment est-ce qu'on fait le lien. Et la deuxième question, c'est quels ont été les retours que vous avez pu avoir au-delà des lecteurs du marché? Je me suis pas fait des amis, oui. Enfin, je m'en suis fait, mais dans le monde de l'art contemporain, ça a été un peu mal pris. Enfin, on a considéré que je ressuscitais les heures les plus sombres de notre histoire. Mais pour les débats, effectivement, en fait, je l'ai dit, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais on est très marqué par ce qui s'est passé au 19e siècle avec les avant-gardes. Mais j'aimerais rappeler que c'est des débats qui n'ont rien à voir, en fait, parce que par exemple, je vais prendre un exemple qui est le Balzac de Rodin. Quand Rodin a fait, donc la Société des gens de lettres a commandé à Rodin une sculpture en hommage à Balzac. Rodin a travaillé 5 ans pour faire sa sculpture, il l'a présentée, et là la Société des gens de lettres qui avait commandé cette sculpture a été tellement choquée par cette sculpture qui n'était pas du tout l'image qu'elle se faisait du monument à un grand écrivain, qu'elle l'a rejetée. Elle a refusé de payer la commande, de fondre le bronze et d'installer cette sculpture là où elle devait être installée, je crois sur le quai Conti. Donc on a un artiste qui travaille énormément, qui perturbe, qui montre le réel d'une façon qu'on n'avait encore jamais vue et donc qui perturbe notre vision de ce que c'est que la beauté, etc. et qui demande un effort d'accoutumance et qui est rejeté même par les gens qui lui avaient commandé. Alors que, je vais prendre un exemple qui est antagoniste, l'artiste, comment il s'appelle déjà, Maurizio Cattelan, je crois, à la foire Art Basel Miami en 2019, scotche une banane sur un mur blanc avec un scotch marron. Et cette œuvre, donc la banane scotchée à un mur blanc, qui déjà en fait est une réédition de la banane de Warhol pour le Velvet Underground, du Duchamp, enfin qui n'a aucune originalité en fait. Et cette œuvre faite en 30 secondes, qui est composée d'une banane trouvée en supermarché et d'un bout de scotch marron et d'un mur blanc, est vendue immédiatement par une grande galerie parisienne pour la somme de $200 000, je crois. Donc vous voyez toute la différence qu'il y a entre des œuvres longuement méditées, qui perturbent notre vision du monde et qui sont rejetées par les autorités en place, qui provoquent des débats très forts. J'ajoute que le Balzac de Rodin était défendu à l'époque par Zola, par Mirbeau dont on parlait tout à l'heure, donc il a eu une frange du public avec lui, ou du public éclairé. Donc vous voyez toute la différence qu'il y a entre une sculpture longuement méditée qui perturbe notre vision du monde et qui est rejetée par les autorités en place et une performance exécutée en 25 secondes et aussitôt sanctionnée par les forces de l'argent et de la bureaucratie. Il me semble que c'est la galerie Perrotin. Voilà, et un an je passe. Ça je sais pas, moi je m'intéresse principalement. Un artiste qui a vendu une œuvre invisible pour un prix très élevé, donc déjà ça a fait une première news, un premier événement, je sais plus quel a été le prix, donc il vend une œuvre invisible, c'est un carré quoi, enfin il y a une forme de carré, il dit voilà il y a mon œuvre, et elle a été vendue très cher, et ensuite une semaine après, un autre artiste l'a attaqué pour plagiat, car il avait déjà, donc ça fait 2 news. Voilà, bon c'est... Question. Ouais, oui, non, en fait, j'avais une question pour savoir, enfin, ce que je me demandais, c'est si dans votre critique, c'est pas plutôt la critique du marché de l'art contemporain, plutôt que l'art contemporain, aucun mot, la généralité de l'œuvre de Maurizio Cattelan. En même temps, est-ce que cette œuvre-là, elle n'a pas permis aussi de mettre finalement, enfin, de se reposer des questions sur ce que devait être une œuvre d'art, comment est-ce qu'on devait la regarder,
On parle de la pissotière de Marcel Duchamp. Ouais. Est-ce que ça n'a pas aussi posé des questions qui étaient importantes à l'époque et pour aider à la définition d'une œuvre d'art? Enfin un peu d'opposition. Ah, c'est bien. Bravo. Merci de votre question. En fait, donc la démarche de Marcel Duchamp, qui est effectivement fondatrice de tout ça, donc il prend un urinoir, il le retourne, il le signe avec un pseudonyme Hermout et il le vend sous le titre de Fontaine. Date de 1916, je crois, 1917. Donc si vous voulez, ça a 104 ans maintenant. Donc peut-être que maintenant on s'est assez interrogé sur ce que c'était qu'une œuvre d'art et qu'on peut... c'est-à-dire qu'en fait, c'est la démarche de Cattelan dont vous parlez se veut originale et subversive alors qu'elle ne fait que singer ce que Duchamp a fait il y a 100 ans. Et Duchamp, j'en parle dans mon livre parce que c'est un personnage très intéressant, très, très érudit, qui venait un peu du symbolisme français, qui était très un lecteur justement de Raymond Roussel, de Villiers d'Isle-Adam, etc. Et en fait, Duchamp avait une démarche iconoclaste, c'est-à-dire qu'il s'inquiétait de ce que l'art allait devenir au XXe siècle, mais il ne faisait pas ces démarches pour qu'elles soient vendues par des promoteurs immédiatement à des prix très élevés. Il aurait, au contraire, toute sa démarche était plutôt de nous inviter à nous méfier d'une certaine idolâtrie de l'art plutôt que de nous inviter à idolâtrer tout et n'importe quoi. Donc en fait, je pense que sa démarche, d'une part, maintenant à 100 ans, donc on n'est pas forcément obligé de la parodier toute la journée, et d'autre part, c'est une démarche qui n'est pas comprise. Et quand vous dites le marché de l'art, oui, effectivement, en fait, il y a un écosystème de l'art contemporain, c'est-à-dire que comme à l'époque de Van Gogh, il y a des gens intelligents qui ont fait des profits colossaux parce qu'ils ont acheté pour des bouchées de pain des œuvres qui se sont trouvées valoir très cher 20 ans plus tard, mais qui se sont trouvées valoir très cher parce qu'elles étaient très belles. Tout le monde veut reproduire cette culbute, et donc on achète des choses de manière spéculative en se disant qu'elles vont, là pour le moment on les comprend pas, mais un jour ou l'autre elles vont valoir très cher. Et donc en fait le marché de l'art contemporain, c'est une dizaine d'acheteurs entre la France, la Russie, les Émirats, la Chine et les États-Unis, une demi-douzaine de galeries, 2 salles de vente, et c'est un très petit monde d'initiés qui fonctionne, enfin je parle sous votre contrôle cher monsieur, et qui fonctionne de manière très spéculative, c'est-à-dire qu'on achète une œuvre. En fait, ce n'est pas qu'on achète une œuvre très chère parce qu'on la trouve belle, c'est qu'on l'achète très cher parce qu'on pense qu'on va la revendre beaucoup plus cher. Donc si vous voulez, on a changé de mentalité et d'écosystème. On est passé d'un art, on est passé de l'art de la délectation à l'art de la spéculation, si je peux faire une rime. Pour moi, et je vous emmerde tous. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que je peux entendre comme c'est malheureux, mais c'est bien joué, quoi. Bien sûr, mais ça à la limite. Le coupable n'est pas Cattelan. Non, mais et j'ajouterais à ça, en fait, effectivement, s'il y a des gens qui veulent acheter ça très cher, grand bien leur face. Surtout s'ils arrivent à le vendre plus cher, bravo à eux. Je dirais que c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est qu'il y a un cas particulier de la France. Enfin, d'abord, pourquoi tout ça est très cher? C'est fondé sur une histoire, c'est-à-dire qu'on se dit, ces gens-là, malgré tout, même si effectivement Cattelan sait qu'il est en train d'arnaquer son monde, mais on se dit malgré tout, ces gens-là sont les héritiers des grands artistes que nous avons aimés du passé. Et en France, il y a une situation particulière, et là ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est qu'il y a des institutions culturelles très puissantes qui vont se coucher devant ces prix élevés et exposer, donner à ces artistes qui sont effectivement des clowns, l'encaisse-or du château de Versailles, du musée du Louvre, de la place Vendôme pour Paul McCarthy. Et donc là, c'est-à-dire que, et là, pour le coup, les institutions culturelles françaises, leur but ne devrait pas être de récompenser un petit malin qui a arnaqué son monde. On ne peut pas dire autre chose. Où il n'est plus l'affaire des collectionneurs. Mais il faut rappeler que les collectionneurs à l'époque des impressionnistes, c'est pas des spéculateurs, enfin c'est un peu des spéculateurs, il y en a toujours, mais c'est des gens qui achètent quelque chose pour le mettre dans leur salon. Ce qui a continué de se passer en Angleterre avec les peintres dont j'ai parlé, les peintres anglais, les Freud, Bacon, Hockney. Ils ont été achetés par des collectionneurs qui voulaient les mettre dans leur maison de campagne ou dans leur salon. Et donc à partir du moment où l'art n'est plus l'affaire des collectionneurs, mais il devient l'affaire d'une bureaucratie culturelle, d'un coup il n'est plus acheté en fonction de critères de goût, c'est-à-dire ça me plaît, j'ai envie d'avoir ça dans mon salon,
mais en fonction d'idées, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à la mission que nous, ministère de la Culture, considérons être la mission de l'art pour la France au XXe siècle, blablabla. Et là, disons, il y a un problème spécifique de la France, parce que voilà, s'il y a un marché s'il y a un marché spéculatif et délirant, bon, bah, c'est leur problème, mais si nos institutions culturelles légitiment cela en disant ce sont les héritiers du château, enfin ce sont les artistes que nous voulons exposer au château de Versailles parce que c'est le prolongement, c'est la même démarche, là il y a un problème qui moi m'alarme. Voilà. Ça correspond à ce que je développe, c'est-à-dire que l'étatisation généralisée conduit, alors que par exemple, je pourrais vous citer à propos de l'art contemporain l'exemple de la fondation de Madame Murdoch à Melbourne que j'ai visitée. C'est une fondation très intéressante. Madame Murdoch est morte récemment à l'âge de 102 ans et c'est une femme de goût qui dispose d'une fortune inimaginable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa fondation, il y a de tout. Il y a de l'art contemporain tel qu'il est entendu de la manière qui vient d'être décrite, mais il y a également de l'art figuratif, des statues qui ressemblent à des statues grecques, il y a du pop art, il y a toutes sortes de choses. Il y a une diversité. On parle beaucoup de la diversité aujourd'hui, mais la diversité n'existe pas dans le domaine de l'art officiel en France. Il y a de la diversité à New York, il y a de la diversité aux États-Unis, il y a de la diversité dans différents pays. En France, il y a un art officiel, c'est-à-dire que la bureaucratie s'est emparée de l'art contemporain dans sa forme, je dirais, la plus absconse, et puis c'est devenu un art officiel et rien ne peut en sortir. Et les quelques fondations ou collectionneurs qui peuvent exister, qui sont des gens comme Arnaud ou Pinault par exemple, ce sont des gens qui font partie d'un système extrêmement organisé, qui ne peuvent pas facilement en sortir. Bon, je connais un petit peu leur histoire parce que j'ai été très proche à une certaine époque de la branche opérationnelle du Crédit Lyonnais. Bon, ce sont des gens qui ont été aidés, on va dire, je ne vais pas dire qu'ils ont été fabriqués, des gens qui ont été aidés par les pouvoirs publics et qui doivent bien entendu renvoyer l'ascenseur. Et à partir de là, c'est donc la bureaucratie qui décide et qui donne le ton. Et il n'y a pas, alors en plus en France, il n'y a pas ce qu'on appelle en Allemagne le Mittelstand, c'est-à-dire des gens de fortune moyenne, des 10, 100 millionnaires, des gens comme ça, qui sont indépendants. Ça n'existe pas en France. En France, celui qui a beaucoup d'argent, il n'est pas vraiment indépendant. C'est-à-dire qu'il est pris dans un réseau de systèmes de commandes d'État, de concours bancaires. Il n'y a pas de banque privée en France. Enfin, il y en a 6. Il y a 460 banques inscrites, il y a 6 banques privées. En Allemagne, il y en a 250, en Suisse, il y en a 150. Je parle de vraies banques privées, c'est-à-dire des banques qui appartiennent à des particuliers, à des entrepreneurs. Ça, en France, ça n'existe quasiment pas. Ça a une grande importance sur l'économie et sur l'indépendance éventuelle des fortunes. Or, je rebondis sur ce que disait monsieur, pour... Après, je vais juste ajouter quelque chose et après. 2 minutes. Ouh, il ose. C'est un petit nouveau. Il est jeune, il ose tout. Bon, allez. Non. Mais pas 2 minutes, 1 minute. Ok, alors en 1 minute, en fait, je pense que même si... il y a des gens qui m'ont accusé d'être excessif, de mauvaise foi, de jeter le bébé avec l'eau du bain, etc. Mais je crois que un art, n'importe quel art, la littérature, le cinéma, la musique, les arts plastiques, sont vivants si les gens s'engueulent dessus. S'il n'y a pas une sorte de... Vous voyez les expositions d'art contemporain, tout le monde, les gens à Paris, dans le milieu culturel, ils n'osent pas critiquer parce qu'ils ont peur de rater Van Gogh et ils disent c'est intéressant. Et donc en fait, il y a une forme d'interdit de critiquer et de consensus mou. Alors qu'en fait, un art est vivant quand les gens s'engueulent dessus, qui sont de parti pris, que vous voyez les livres de Beck BD, il y a des auteurs qui l'aiment, des auteurs qui l'aiment pas, ou la grande époque de la cinéphilie en France, les gens s'engueulent, ils sont parfois de mauvaise foi, parfois de parti pris, mais du coup un art est vivant, c'est-à-dire que les gens sont prêts à mourir pour un cinéaste, un peintre, un écrivain qu'ils aiment, ou à contrario pour un écrivain qu'ils n'aiment pas. Par exemple, quand l'Aventura a été présenté au Festival de Cannes,
ça a été sifflé. Il y a des critiques qui sont levées, qui sont partis de la salle en disant c'est de la merde. Et c'est l'époque où le cinéma était incroyablement vivant. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des artistes originaux qui changeaient notre perception et qui dérangeaient. Bon, ça c'est vraiment un mot devenu ridicule, mais à l'époque ils dérangeaient vraiment. Et donc je pense qu'en fait il est sain qu'il y ait dans l'art des polémiques, des engueulades et de la mauvaise foi.